Alassane Dramane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire depuis 2011, a annoncé dans une vidéo hier qu'il sera candidat pour un 4e mandat. Une annonce qui a fait réagir son parti, mais aussi l'opposition politique. Nous y reviendrons en détail dans cette édition. Et puis nous irons en Angola, où une manifestation contre la hausse du prix du carburant fait 5 morts et des centaines d'arrestations, avec des troubles qui continuent dans la capitale Luanda selon la police. Nous y reviendrons également en détail dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Alassane Ouattara va briguer un 4e mandat présidentiel en octobre 2025. L'homme dirige la Côte d'Ivoire depuis 2011 et a fait l'annonce officiellement ce mardi 29 juillet dans une allocution filmée qu'il serait candidat à sa propre succession dans 3 mois après avoir laissé pendant longtemps planer le doute sur ses intentions. À 83 ans, le président ivoirien Alassane Ouattara répare pour son 4e mandat. Il a officialisé sa candidature ce mardi sur les réseaux sociaux, affirmant agir en toute conscience face à des défis sécuritaires et économiques, ainsi que monétaires sans précédent. Il promet un mandat de transmission générationnelle et des élections apaisées, démocratiques et transparentes. Cette candidature sans grande surprise était réclamée depuis des mois par les cadres du RHDP, son parti. Le congrès du 21 juin dernier l'avait déjà désigné comme unique candidat. Mais l'annonce, sobre et inattendue, dans son format, a surpris par son timing. Beaucoup l'attendaient le 6 août, à la veille de la fête de l'indépendance. Du côté du pouvoir, les réactions sont enthousiastes. Le ministre Mamadou Touré remercie Ouattara d'avoir répondu à l'appel des Ivoiriens, tandis qu'Ibrahima Bakongo parle de fierté et de soulagement. En revanche, l'opposition dénonce une dérive. Tidjani Thiam, du parti PDCI, évoque une violation de la Constitution. Pascal Affinguessan, FPI, déplore une candidature illégale. Et Guillaume Soro accuse Ouattara de fouler aux pieds les principes de la démocratie. Pour de nombreux analystes, le RHDP ne voulait pas courir le risque d'un changement de cap à moins de 3 mois du scrutin. Mais cette 4e candidature pourrait à nouveau polariser la scène politique ivoirienne. Déjà, des tensions émergent sur le terrain, alors que plusieurs candidatures de poids, dont celle de Thiam et de Gbagbo, ont été rejetées. L'opposition menace de contester la légitimité du processus électoral, qu'elle juge biaisé. Certains redoutent une résurgence des violences post-électorales, comme en 2010 ou en 2020. Le Conseil constitutionnel est désormais sous pression, tout comme la commission électorale. Reste à savoir si le président sortant pourra convaincre au-delà de son camp dans un climat aussi tendu. Depuis lundi 28 juillet, de nombreux commerces de la capitale angolaise ont été pillés et vandalisés en marge d'un appel à une grève de 3 jours des chauffeurs de taxi pour protester contre la hausse des prix du carburant au début du mois de juillet. Des heurts entre les forces de l'ordre et les manifestants ont déjà fait au moins 5 morts, rapporte également la police. En Angola, 2e pays producteur de pétrole du continent africain après le Nigeria, la décision prise par les autorités de relever le prix de l'essence subventionnée de 300 à 400 kwanzas le litre, soit de 0,33 à 0,43 $. Le 1er juillet dernier ne passe décidément pas. Depuis lundi 28 juillet, premier jour d'une grève qui doit endurer 3, les manifestations des chauffeurs de taxi organisées dans la capitale virent à l'émeute tandis que le bilan matériel et humain est déjà très lourd. Au moins 5 morts en 2 jours, mais aussi des dizaines de commerces vandalisés et de nombreux véhicules publics ou privés endommagés selon le porte-parole de la police angolaise qui s'est exprimé lors d'un nouveau point de presse dans la soirée du mardi 29 juillet. À cette occasion, Mathéus Rodrigues a aussi précisé que 1214 suspects avaient été arrêtés à ce stade, un chiffre encore susceptible d'augmenter au fur et à mesure que les enquêtes se poursuivent. Alors que le mouvement de protestation commence à s'étendre à d'autres villes du pays, le syndicat des chauffeurs de taxi a tenu à prendre ses distances avec les violences qui l'accompagnent. S'il condamne les troubles, son leader Géraldo Wanga a aussi
aussi nié que des membres de son organisation puissent être impliqués dans les heurts et les actes de destruction, dénonçant aussi au passage l'arrestation arbitraire de certains d'entre eux, accusés à tort selon lui d'incitation à la violence. Au deuxième jour de la mobilisation, mardi 29 juillet, l'atmosphère est restée très tendue dans la capitale. Les pillages-ci sont poursuivis malgré la fermeture des banques et des magasins au grand désespoir des commerçants catastrophés. Les jeunes ne cherchent pas à savoir si telle ou telle boutique appartient à un Angolais, à un Guinéen ou à qui que ce soit. Quand ils arrivent et qu'ils trouvent l'opportunité de piller, ils n'hésitent pas malgré la présence de la police, raconte par exemple Saliou Diallo à notre correspondant en Angola, Diarouga Aziz Baldé. Comme l'immense majorité des Angolais qui demandent aux autorités de revenir sur leurs décisions, ce Guinéen qui tient une boutique d'alimentation à Luanda depuis 10 ans a été touché de plein fouet par la hausse des prix du carburant annoncée pour assainir les finances publiques. Martin Kabiloulou a été libéré ce mardi. Ancien ministre des Mines sous Joseph Kabila, il était détenu depuis le 22 mai, d'abord par le Conseil national de cyberdéfense. Pendant sa détention, il a été longuement interrogé sur les liens supposés entre l'ancien président congolais et le secteur minier. Ces 12 années passées à la tête du ministère ont été scrutées dans le cadre d'une campagne menée par les autorités congolaises pour démanteler, selon elles, un réseau de financement lié à Joseph Kabila. Amaigri, affaibli, le nom de Dieu sur les lèvres, Martin Kabiloulou est apparu très diminué après plus de 2 mois de détention. À 77 ans, l'ancien ministre des Mines de Joseph Kabila était déjà fragile avant son arrestation. Il l'est encore plus à sa sortie. Libéré ce mardi, il a été accompagné à son domicile par son épouse et sa fille. Pendant sa détention, d'abord au Conseil national de cyberdéfense, puis dans un lieu tenu secret, il a été longuement interrogé sur ses liens avec l'ancien président et le secteur minier congolais. À qui appartiennent réellement certains titres miniers? Quel pourcentage la famille Kabila détient-elle dans certaines sociétés? Sous quel nom certaines parts ont-elles été vendues? Autant de questions qui lui ont été posées, notamment au sujet de Jeannette Kabila, la sœur jumelle de l'ancien chef de l'État. Martin Kabiloulou n'est pas le seul à avoir été interrogé. D'autres personnes, dont des ressortissants étrangers également liés à Joseph Kabila, sont concernées. À ce stade, on ne sait pas encore si Kabiloulou sera poursuivi ni ce qu'il adviendra des sociétés ou des titres miniers concernés. Joseph Kabila, lui, est officiellement poursuivi. Son procès doit se poursuivre ce 31 juillet. Les charges sont lourdes. L'accuse notamment d'avoir participé à un mouvement insurrectionnel. En Centrafrique, des audiences doivent encore avoir lieu sur la question des réparations pour les victimes, mais avec le prononcé des verdicts dans les affaires Ndélé 1 et Ndélé 2 ces dernières semaines. La Cour pénale spéciale a bouclé un premier cycle de procès engagé en 2022 par l'affaire dite de Pawa. Toutefois, les juges de cette cour hybride formée de magistrats nationaux et internationaux ont encore du pain sur la planche dans les prochains mois. 3 affaires attendent ainsi de déboucher sur des procès devant la section d'assises, dont une concernant l'ancien président Bozizé. La semaine dernière, les magistrats de la CPS ont entamé leur réunion de préparation d'un prochain procès devant la chambre d'assises dans l'affaire dite de Guène, l'occupation de ce village de la sous-préfecture de Gadzi, dans l'ouest du pays, et de 2 localités voisines pendant plusieurs semaines début 2014 par une milice anti-Balaka. C'était accompagné de plusieurs dizaines de victimes. Pour ces crimes, la Cour détient 5 accusés et en recherche un 6e. Mais le chef de ce groupe, Edmond Beina, est aussi poursuivi par la Cour pénale internationale et le conflit de juridiction n'a pas encore été tranché. Autre dossier en attente d'un procès, l'attaque contre l'église Notre-Dame de Fatima à Bangui, qui avait fait 15 morts en 2014. 9 inculpés, dont chef de groupe d'autodéfense de PK5, sont sous les verrous de la CPS, mais l'affaire la plus emblématique est celle de Bossembélé. Elle contient un mandat d'arrêt international rendu public en mars 2024 contre l'ancien président François Bozizé, en exil à Bissau pour meurtre, disparition forcée, torture,
viols et autres actes inhumains. Le camp de détention mis en place dans une localité sous son régime a été comparé à un Guantanamo centrafricain. 3 anciens tortionnaires présumés sont en détention depuis plusieurs années. Avec ces procédures, la CPS connaît un calendrier surchargé faute de financement suffisant. Elle ne compte qu'une seule section d'assises. Alors que la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé fin juin un accord de paix, Washington appelle à sa mise en œuvre rapide. Si les Américains affichent clairement leur intérêt pour les ressources minières congolaises, ils écartent toutefois toute idée d'un déploiement de troupes au sol. La position américaine repose sur 3 convictions d'abord. La crise dans l'est de la RDC est perçue comme extrêmement complexe, mêlant acteurs étatiques et non étatiques et des groupes armés qui menacent la stabilité régionale. Ensuite, Washington estime que ce conflit ne peut pas être réglé uniquement par des moyens militaires. Enfin, la paix ne peut pas être imposée de l'extérieur, mais doit émerger d'un processus régional soutenu par une pression internationale cohérente. C'est ce qu'a rappelé cette semaine John Brennan, numéro 2 de l'Africom, le commandement américain pour l'Afrique sur le terrain. Les États-Unis privilégient donc une approche indirecte et un soutien ciblé au système de défense congolais. Ainsi, il mise sur la formation, la coordination et la professionnalisation des forces armées plutôt que sur une intervention militaire. Des échanges techniques ont déjà eu lieu sur la gestion des ressources humaines, la chaîne de commandement de droit international humanitaire ou encore la lutte contre les groupes armés transfrontaliers. Un autre axe de travail porte sur le renforcement de la coopération militaire régionale, notamment avec les pays voisins de la RDC, et dans les faits, la présence américaine suit les priorités économiques. Washington entend sécuriser ses investissements, en particulier autour du corridor de Lobito qui traverse la RDC et l'Angola. L'objectif est de renforcer la capacité des forces locales à protéger ces infrastructures clés. Mais à ce stade, la coopération militaire entre les États-Unis et la RDC reste limitée, surtout si l'on compare à d'autres pays africains. Par exemple, l'Angola vient d'intégrer le State Partnership Programme, un dispositif de coopération directe avec une garde nationale américaine. En Somalie, les États-Unis forment même des unités spéciales, fournissent un appui quotidien et participent activement à la lutte contre Al-Shabaab et l'État islamique. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.